Édition spéciale de Réussite. Nous accueillons 3 anciens invités de l'émission qui nous racontent leur parcours depuis leur première apparition dans ce studio, Bruno. Oui, et on l'a vu dans la première partie de cette émission, ce qui vous réunit, c'est cette quête permanente de l'innovation, une innovation qui n'est pas forcément technologique d'ailleurs. L'innovation, c'est le maître mot, Marc Thonon, dans votre entreprise, dans votre activité. Il faut coller sans cesse aux technologies. Alors, innovation, c'est un mot qui est complexe. On ne pourrait pas expliquer ça comme ça rapidement, mais pour moi, l'innovation dans notre métier, c'est de recoller les éléments que l'on voit autour de nous, de sortir en fin de compte des choses qui peuvent s'associer pour créer un nouveau produit. On associe le scan 3D avec de la data visualisation pour pouvoir montrer l'ensemble de scans qui ont été faits, mais de façon automatique et par exemple sur une cartographie. Oui, parce que ce n'est pas la technologie qui est importante en soi, c'est ce qu'on en fait. Exactement. Il y a les outils là, évoluent très très rapidement. Je voudrais faire juste un petit focus sur la notion de data visualisation, qui est vraiment le plus important à mon sens aujourd'hui. Il y a une très très grosse révolution qui a été faite ces dernières années sur le fait de l'image qui était fixe et maintenant celle qui est connectée. Aujourd'hui, on a la capacité, à partir de données, de les afficher et de les présenter sur des graphismes très très simples. Lorsque vous avez des milliards de données qui arrivent sur des champs complètement différents, de 20, 40 champs différents, aucun être humain ne peut comprendre ce que ça veut dire. La data visualisation permet de visualiser en fin de compte ces données et de montrer, en corroborant des champs sur des autres, des liaisons entre tel phénomène et tel autre phénomène pour montrer qu'il y a une relation, interférence. Et c'est ça, pour moi, c'est la grande révolution d'aujourd'hui. C'est ce qui nous attend. Philippe Salami, on passe à des choses plus prosaïques, plus de terre, le charbon de bois qui arrive à créer de l'électricité, faire du neuf avec du vieux, c'est aussi de l'innovation finalement. Alors pour nous, c'est une vraie innovation. C'est vrai que le terme innovation est très large, mais dans notre innovation, dans notre métier, c'est le métier de carbonisateur est un très vieux métier, oui. Donc qui date de plusieurs siècles, je dirais. C'est l'homme a commencé, au moment où il a découvert le feu, et a commencé à chauffer et à cuire ses aliments avec le bois, et après avec ce bois qui est devenu du carbone avec le temps de chauffe. Et effectivement, on s'est dit, on va réussir à récupérer ces gaz de pyrolyse qui s'échappaient dans l'atmosphère, à les récupérer et à produire cette électricité. Et aujourd'hui, pour comparer, nous, on fait d'électricité pour à peu près 14 000 foyers, et ça équivaut à une trentaine d'éoliennes. Mais pareil, en termes d'émissions, on est équivalent aux éoliennes. Mais est-ce que dans votre secteur, qui est très traditionnel, on vous a pris pour des fous ? Alors, je ne sais pas si on nous a pris pour des fous, mais on ne croyait pas beaucoup en nous. Donc c'est vrai que l'entrepreneur, faut vraiment croire à ce qu'on veut faire, à là où on veut aller. Et il y a une citation d'un célèbre représentant anglais, Winston Churchill, politicien, qui disait tout le monde savait que c'était impossible. Un jour, une personne est arrivée, elle ne savait pas, l'a fait. Voilà. Donc c'est un peu notre philosophie chez nous, c'est effectivement ça. Christian Bartin, pour vous, l'innovation, ça a été la recherche de nouveaux modèles marketing. C'était plus possible d'utiliser les vieilles recettes dans le tourisme. Là aussi, il fallait innover. Enfin, oui, innover, pourquoi faire ? Parce qu'en fait, on parle beaucoup de nouvelles technologies dans le tourisme, mais la technologie en elle-même n'apporte pas de valeur. C'est l'usage qu'on en fait. Là-dessus, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et donc, à partir de là, c'est vrai que l'objectif dans le tourisme, c'est de savoir ce qu'on veut réaliser vraiment. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre système mondialisé, le tourisme est vraiment complètement sur un marché mondialisé, il y a de la place pour la relocalisation du développement touristique sur les territoires. Et l'innovation, c'est peut-être essayer justement d'utiliser ces technologies dans un objectif de relocaliser le développement touristique en créant des synergies locales. Pas simplement d'ailleurs entre les professionnels du tourisme tels qu'on les entend habituellement, c'est-à-dire les hébergeurs, les restaurateurs, mais aussi avec d'autres professionnels. Parce qu'en définitive, si on veut regarder les choses autrement, la communication sur le tourisme, c'est aussi quelque part un peu un effet miroir du territoire. Donc la façon dont on présente des territoires, c'est aussi peut-être une façon d'attirer d'autres personnes à venir rejoindre le territoire ou pour faire de l'industrie ou tout simplement pour y habiter. Mais est-ce que vous êtes Astérix, un village au milieu de cette mondialisation tout seul, ou est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le milieu touristique qui ressemblent au vôtre ? Oui, il y a d'autres exemples. Aujourd'hui, par exemple, à notre niveau, parlons de choses concrètes,
on travaille, on est en train de travailler, c'est pas encore, j'allais dire, rendu public sur le plan Internet, avec une association qui tente de rapprocher le citadin de l'agriculture, pour faire de l'agritourisme, pour faire en sorte que des randonnées pédestres puissent passer de ferme en ferme. Toujours la même logique. Rapprocher le tourisme de la réalité des territoires. On voulait également vous faire réagir sur le développement économique de l'Aube, parce que vous êtes des acteurs importants de ces territoires. Pour vous, Christian Bertin, quels sont les atouts, ou quel est l'atout principal du département en matière économique ? Alors, l'atout du tourisme, l'atout principal, il est paradoxal. Le département de l'Aube, aujourd'hui, sur le plan touristique, n'est pas parmi les départements les plus fréquentés en France. D'un autre côté, il n'a pas de surtourisme. Il n'a pas été bétonné, il n'a pas eu de tourisme industriel. Donc, les gens dans les territoires aujourd'hui peuvent y rester parce qu'ils ne sont pas chassés par le coût immobilier de ceux qui voudraient y investir du point de vue touristique. Donc, je pense que c'est une opportunité d'essayer de rendre visible davantage les territoires pour y faire venir un tourisme raisonné, organisé et faire en sorte que ce soit les gens des territoires qui s'approprient dans leur ensemble le développement touristique. Et Philippe Selermi, sur le plan économique, plus globalement, l'Aube, pour vous, a quel type d'atout ? En fait, l'Aube, c'est quand même un département qui est assez dynamique. On est dans un contexte environnement qui est assez positif, dans le sens où on bénéficie de la technopole de l'Aube. On a des bureaux qui sont situés à cet endroit-là, de Y School avec un centre, je dirais, d'étudiants et une capacité de pouvoir finalement en bénéficier, pouvoir aller avec eux. Parce qu'ils nous permettent d'avoir aussi une jeunesse qui vient apporter un œil nouveau. Et puis, une région, je disais aussi, qui est dynamique, un département, une région, parce qu'on a aussi bénéficié, compte tenu des investissements importants dans notre domaine. On est quand même dans l'industrie, une industrie qui nécessite énormément de capitaux. Et donc, on a pu bénéficier de subventions de la région, mais aussi de l'Europe, grâce à la région d'ailleurs, qui nous permet aussi de pouvoir porter et mettre à bien nos projets. Un socle dynamique que vous retrouvez, vous aussi, parce que vous œuvrez pas mal dans tout ce secteur-là de l'UTT, du monde de l'innovation. C'est un des points clés économiques de l'Aube. Oui, je rejoins tout à fait Philippe à ce sujet-là. La dynamique, le réseau qui existe sur l'Aube avec la Technopole, avec la région, avec le BPI, etc., est fondamental pour les petites entreprises qui arrivent et qui ont une structure d'accueil pour leur expliquer comment faire les premiers pas pour monter une entreprise. C'est quelque chose qui est remarquable. C'est vrai qu'on a on a un territoire qui est vraiment qui permet d'avoir déjà une maison avec des prix normaux. S'installer à Paris, moi, on ne pourrait pas courir dans son appartement comme on court dans nos maisons parce qu'on est à cette taille. Je trouve que on a un cadre de vie qui est tellement bénéfique, merci beaucoup, qui est bénéfique et qui nous permet de penser tranquillement à notre entreprise. Ouais, je suis bien dans l'Aube. Et à l'inverse, s'il y avait un manque, un souhait pour mieux développer l'économie dans le territoire, ce serait lequel pour vous, Marc Tenon ? Ah là, c'est un seul. C'est comme ce que dit tout le monde. Hein, c'est les voies accélérées pour aller sur d'autres territoires, le train, évidemment. Et vous, Philippe Selermi, ce serait quoi ? Alors, c'est une question qui est assez difficile parce que finalement, on parle de l'emploi où c'est pas forcément évident d'arriver à trouver et de pouvoir arriver à fidéliser. Alors, nous, on a la chance de ne pas avoir ce problème-là, mais quand même, on l'entend beaucoup. Et dans le dynamisme que je parlais tout à l'heure, il y a la formation qui est essentielle. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les atouts et le dynamisme qui permet d'avoir cette formation qui peut-être avant était un peu moins communiquée. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une accélération et on voit que le département, la région accélère là-dessus. Et vous, Christian Bertin, vous connaissez bien le département et tous ses acteurs. Qu'est-ce qui manquerait Moi, aujourd'hui, ce qui m'apparaît, c'est ce qui souffre le plus, c'est le manque de connexion Internet dans les territoires ruraux. Pas simplement pour le tourisme, mais aussi pour des habitants qui voudraient essayer à installer, ou des jeunes ou des gens plus âgés, puisque avec les services publics qui disparaissent un peu les territoires ruraux, si on n'a pas d'Internet pour s'y connecter, on est complètement isolé. Et puis, sur la clientèle internationale qui vient sur notre territoire, ils sont capables de débrancher. Mais malgré tout, lorsqu'ils arrivent, ils veulent rester en communication. Et aujourd'hui, on a des zones blanches qui sont particulièrement difficiles à gérer. Sur les territoires.
Ça, ce sont les défis de demain ou d'aujourd'hui, en tout cas, les transports, que ce soit le transport Internet ou le transport sur les rails. On vous sent quand même dans une sorte de, je ne vais pas dire de plénitude, mais être installé ici, c'est pratiquement une évidence maintenant pour vous, Philippe Soler-Hermy. Vous n'êtes pas au bois d'origine. Non, on n'est pas au bois du tout. On est plutôt de la région parisienne et on est venu il y a une vingtaine d'années. Effectivement, on a la chance finalement d'être dans une région où il y a le Champagne, quand même, qui est un vrai accélérateur, je pense, pour l'ensemble des entrepreneurs qui viennent, des entreprises, des industries, du tourisme. Ouais. Et je pense que c'est un vrai vecteur et ça donne une vraie marque France. Et cette marque-là, on en bénéficie indirectement, voire directement, pour ça, suivant le domaine d'activité. Et effectivement, comme le disait Marc, on vit très bien, on a accès à beaucoup de choses avec des prix relativement raisonnables par rapport à d'autres régions en France. Et puis finalement, on se sent bien parce qu'on est aussi proche de l'administration. Ça, c'est aussi des points importants. Ils savent nous écouter, on sait leur répondre aussi rapidement et on sent qu'il y a une cohésion et une volonté commune d'avancer. Je voudrais qu'on finisse sur un clin d'œil, flashback, et c'est Marc Thonon que je vais utiliser. Aujourd'hui, en 2020, vous nous parliez du scan 3D, et je vais vous montrer un extrait de l'émission qu'on faisait en 2005, où vous étiez très fier de montrer un objet. Regardez, c'est une version 3D d'une œuvre d'Alfred Boucher. C'est-à-dire que c'est vraiment le prototype de ce que vous nous racontez 15 ans plus tard. Vous avez déjà en tête de faire des répliques comme ça 3D. Alors j'imagine qu'à l'époque, c'était peut-être 20 fois plus ou 30 fois plus de travail qu'aujourd'hui. C'était déjà un outil qui était beaucoup plus cher. C'était un énorme scanner Minolta. Je n'avais pas beaucoup en France. Donc c'était extrêmement coûteux. Et puis là, on était limité dans la taille. Il fallait faire parce que la pièce fait 1,20 m, il fallait faire des bains de cette taille-ci, donc faire 4 morceaux qu'on a réassemblés. Donc c'était un peu bricolé, mais on était, je crois, dans les premiers à faire une pièce aussi grande en France à cette époque-là. Comme quoi, vous avez de la suite dans les idées. Bravo à tous, en tout cas, pour ces belles aventures économiques. On se retrouve le mois prochain, évidemment, pour une nouvelle découverte d'entreprise. Et je vous propose de finir cette émission avec l'agenda de la CCI. Au revoir. Le 13 mars, la CCI vous propose une réunion d'information sur le comité social et économique. Après 2 années d'existence, premier retour d'expérience sur le fonctionnement du CSE dans l'entreprise et sur le contenu des accords le mettant en place. Le 17 mars, ne manquez pas l'atelier « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» Durant la matinée, vous pourrez participer à une demi-journée d'information sur la création d'entreprises, toujours à la CCI. Enfin, la CCI organise le 24 mars une formation sur le commerce international. Adapter son approche commerciale au marché allemand, c'est son thème. Les objectifs de cette formation, comprendre l'influence culturelle sur les comportements, les mobiles économiques, les motivations d'achat, mais aussi également adapter son style de négociation au marché allemand et aux interlocuteurs outre-Rhin.